Voilà, donc je vais me présenter, hein, je suis le professeur Gilles Edan. Voilà, je suis maintenant professeur émérite, et en fait je continue à avoir une activité pour deux raisons. D'une part parce que je suis le coordonnateur national d'un réseau qui réunit tous les centres français qui font de la recherche sur la sclérose en plaques, qu'on appelle FCRIN, et qui a été créé maintenant, ces réseaux FCRIN pour différents problèmes de santé ont été créés il y a une dizaine d'années. Et j'ai déposé un dossier en 2018 pour que l'on puisse être retenu. Et on a été retenu. Et tous les centres de recherche, dans tous les CHU de France qui ont un centre de recherche, enfin qui a un centre expert sclérose en plaques, donc appartiennent à ce réseau FCRIN, dans l'idée de les inciter à participer à la recherche sur la sclérose en plaques. Le constat avait été fait que il y avait probablement en France un engagement insuffisant en recherche clinique, avec peut-être la compétition qui était très forte des pays d'Europe de l'Est, du fait qu'il n'y a pas de médicaments qui sont disponibles, et donc il y avait un engagement dans toutes les nouveautés. C'était une façon, au fond, d'être traité. On a la chance en France d'avoir des traitements qui sont très chers, mais qui sont financés par la solidarité nationale. Ne croyez pas que ce soit malheureusement la règle pour tous les patients qui ont une sclérose en plaques sur la planète. Et donc l'idée, c'était de renforcer cette recherche, et on a créé un réseau, et j'en suis le coordonnateur national. Et puis la deuxième, c'est là-dessus que je terminerai, c'est que quand j'ai commencé à voir mes premiers patients qui avaient une sclérose en plaques, c'était à la fin des années 70, donc ça fait longtemps, hein. Ça fait plus de 45 ans. À l'époque, j'étais un jeune interne, et M. Saboureau, qui était le chef de service, avait tellement de patients qu'il suivait depuis longtemps, donc il avait tous ces patients qui avaient une maladie chronique, des maladies psychiatriques, des scléroses en plaques, ce qui fait que sa consultation n'était pas du tout ouverte. Et c'était les jeunes qui voyaient les patients en consultation. Et donc je me souviens de mon désarroi un petit peu face à des jeunes personnes, des jeunes femmes souvent, qui venaient consulter au CHU et puis qui avaient eu un épisode neurologique pour lequel on essayait de comprendre ce que pouvait être cette maladie, mais on n'avait pas tout à fait de certitude. Et puis, c'est certes, on pensait à la possibilité d'une sclérose en plaques, mais comme on ne connaissait pas grand-chose sur l'histoire de la maladie, on ne connaissait pas grand-chose sur la façon d'être sûr pour le diagnostic, on n'avait aucun traitement. Au fond, l'attitude, c'était un grand désarroi pour le médecin qui voyait ses patients et qui ne pouvait pas répondre à ces questions. Il ne pouvait pas répondre à ces questions. Et c'était tel que, à ce moment-là, on ne parlait pas aux patients qu'il avait une sclérose en plaques. On disait qu'il avait fait une myélite, une neuropathie, enfin une néphrite, mais on n'utilisait pas le mot sclérose en plaques, et on croisait les doigts en disant peut-être qu'au fond, elle ne sera pas trop sévère, et peut-être que lui dire aujourd'hui qu'elle a une sclérose en plaques, comme on n'a rien à proposer, eh bien, c'est peut-être cruel au fond. Donc, il vaut mieux. Et voilà. Donc, c'était vraiment. Ça m'est resté cette espèce de difficulté à. Et donc, je termine ma carrière avec un très beau projet que je vous présenterai à la fin, qui a été retenu par le Premier ministre, qui est un projet de. Voilà, un engagement important, hein, de 30 millions d'euros, hein, pour créer des outils qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et qui permettent de parler de la maladie de façon très personnalisée. Je vous expliquerai cela à la fin. Et pour moi, il vient juste d'être obtenu. Il a été obtenu le 24 décembre, un cadeau de Noël en quelque sorte. Donc ça s'appelle un RHU, je vous expliquerai. Et donc ça va m'occuper pour les 5 ans qui viennent. Donc voilà, donc je ne suis pas tout à fait en retraite. Mais voilà. Et j'ai donc été depuis plus de 40 ans et en recherche depuis une trentaine d'années. C'est la sclérose en plaques qui a été mon axe d'intérêt principal. J'ai eu la chance d'avoir l'idée de développer, de travailler sur une molécule qui n'était pas du tout d'ailleurs prévue pour la sclérose en plaques, mais pour le cancer, et qui s'est avérée tout à fait puissante. Je vous donnerai tout à l'heure les résultats. Ce qui fait que l'étude on a mené une étude très, très, très rigoureuse, qui a été retenue par la FDA aux États-Unis. J'ai été invité à venir présenter mon étude et qui a conduit à l'enregistrement du premier médicament immunosuppresseur dans la sclérose en plaques.
Ce qui fait que ça m'a positionné comme un chercheur sur la thérapeutique au niveau international, et j'ai pratiquement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette diapositive ensuite, j'ai pratiquement été un investigateur de toutes les molécules qui se sont développées dans la sclérose en plaques par les compagnies pharmaceutiques. Ce qui fait que j'ai des liens d'intérêt, et c'est important que vous le sachiez quand je vais parler de traitement. J'ai aussi eu des contrats de recherche avec ces laboratoires et de temps en temps, de façon ponctuelle, des honoraires pour faire une conférence ou pour donner un avis sur un protocole thérapeutique qu'ils veulent développer. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est l'incroyable progression qu'on a eue au cours de ces dernières années, au cours de dans la recherche, et qu'au fond, c'est très injuste de dire qu'on ne connaît pas grand-chose sur la sclérose en plaques. On connaît énormément de choses sur la sclérose en plaques, et c'est un petit peu ce que va être l'objet de ma conférence. Je vais vous dire ce que l'on sait, quelles ont été les avancées, quels sont les points d'attente pour les années à venir. Il reste encore du travail, et je vais essayer de vous donner une représentation assez juste de ce qu'est cette maladie. Alors d'abord l'histoire de la maladie. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé dans le premier malade, 1977, et que la patiente pouvait me demander quelque chose, je ne savais pas, je connaissais pas. Je savais que le diagnostic d'une sclérose en plaques, ça avait été décrit par Charcot à la fin du 19e siècle. On savait bien que c'était une maladie de la substance blanche, une maladie du système nerveux central, qui pouvait conduire à un handicap important. Mais au fond, quel était le risque pour une personne qui débute de savoir si elle allait développer un handicap et à quel moment de son existence, Je rappelle qu'elle débute chez des adultes jeunes, chez des jeunes femmes, et qu'elles vont l'accompagner pendant le restant de leur jour. Donc, qu'en sera-t-il au fil des années, à un moment où on se pose des questions de la vie, la vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociétale. Et donc, c'est effectivement des questions extrêmement importantes. Et je vais vous montrer que des choses ont terriblement progressé. Elles ont progressé parce qu'il y a eu une motivation très forte, pour le clinicien, au-delà de la relation individuelle qu'il a avec un patient. Voilà. Il y a aussi le souci de pouvoir avoir une vision globale. Et pour ça, il fallait disposer de l'expérience accumulée par tous les neurologues qui rapportait de façon standardisée l'histoire de la maladie de chacun des patients. Et on a pu comme cela, et ça a été mon premier engagement dans la recherche, ça a été de colliger, de collecter l'histoire clinique de milliers de patients bretons, peut-être quelques-uns venant de Laval aussi, qui font partie de ce qu'on appelle la cohorte Edmus, et ce qui nous a donné une représentation de la maladie, et je vais vous en donner quelques points de repère. Les choses qui sont restées relativement classiques, c'est que c'est une maladie dont l'expression clinique... Il y a une chose peut-être que je vais vous dire d'emblée, c'est que la sclérose en plaques est une maladie qui avance de masquer. C'est une maladie qui évolue de façon, la plupart du temps, de façon asymptomatique. Et juste quelque chose que je vais vous dire dès maintenant, parce que j'ai peur de l'oublier tellement c'est important, c'est qu'avec l'imagerie cérébrale qui nous permet de suivre de façon régulière l'accumulation des lésions et les changements, il est possible, grâce au calcul mathématique, de créer des algorithmes, un petit peu comme on va vers le Big Bang, on peut aller vers la première lésion tissulaire au niveau cérébral, et on peut reculer dans le temps. Et en moyenne, la première lésion cérébrale dans la sclérose en plaques, c'est à l'âge de 13 ans. C'est avant l'âge de 15 ans. Ce qui fait qu'il m'arrive de dire dans les conférences internationales que la sclérose en plaques est une maladie pédiatrique qui se révèle chez l'adulte. Je n'ai pas réussi encore à faire passer ce message. Mais c'est important parce que quand les gens ont la première manifestation, en fait, c'est une maladie qui évolue pour beaucoup depuis des années et des années, mais de façon silencieuse. La deuxième chose qu'on a appris par rapport à la clinique, et c'est grâce à l'IRM qui a été une révolution de pouvoir voir les lésions, et que l'on fait des IRM tous les mois. Il y a des patients, je me montrais dans les années passées une vidéo où un malade avait accepté pendant 4 ans de venir se faire une IRM tous les mois. Ce qui fait qu'en accéléré, on voyait de quelle manière, et on voyait bien que, alors que cliniquement il y avait
pas beaucoup de plaintes, on voyait que le cerveau, voilà, l'agression tissulaire qui se faisait. Donc, rappelez, c'est une maladie le plus souvent asymptomatique, donc, et qui, de temps en temps, a une expression clinique. Et donc, l'expression clinique qui révèle la maladie, vous savez, c'est des poussées. C'est des poussées qui vont s'installer en quelques jours ou quelques semaines, mais sur une période relativement courte, qui vont durer aussi d'une période qui vont être relativement limitées. Puis, il va y avoir une récupération qui peut être complète, assez souvent au début en tout cas, mais aussi de façon incomplète. Et c'est ce qui est figuré ici dans ce qu'on appelle la forme rémitante, qui concerne 85% des patients qui ont une sclérose en plaques. Et puis, donc je pense que là, vous voyez bien sur le schéma que j'ai emprunté à Fred Lublin. Et là, ce qui va se passer au bout d'un temps qui est variable, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelquefois plus, c'est que la maladie va évoluer sous une autre temporalité. Ce n'est plus une temporalité d'un épisode aigu, c'est une temporalité d'une aggravation très insidieuse qui va se faire sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui fait que on est passé dans une autre forme de sclérose en plaques qu'on appelle la forme secondairement progressive. Et puis, il y a des patients qui, eux, ne vont pas avoir un événement qu'on va bien caractériser. Et souvent, vous le savez bien, c'est des difficultés ambulatoires. Et à Rennes, on a un petit peu pris l'habitude d'essayer d'inciter le patient à nous dire ou à nous faire dire à quel moment la maladie a pu commencer. Et souvent, l'interrogatoire, c'est de demander, mais pendant vos congés, vous faisiez des randonnées, vous faisiez des randonnées de 5, 10, 15, 20 km. À quel moment vous avez quand même noté que quelque chose faisait que vous n'aviez plus la même performance que votre conjoint ou que vos amis avec qui vous faisiez vos randonnées? Et souvent, ça fait un clic, ah oui, je me souviens, il y a quelques années, on avait fait, je ne sais plus, le Ventoux, on avait fait quelque chose d'assez remarquable. Et là, j'ai eu ma jambe droite qui, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, quoi. Et donc, ça voulait dire que là, la maladie était bien présente, mais il fallait une situation un peu extraordinaire pour que ça émerge et qu'il y ait une expression. Et donc, ce sont ces formes primitivement progressives, d'emblée progressives, qui sont de diagnostic quelquefois assez difficiles, sur lesquelles peut d'ailleurs survenir de temps en temps des poussées, et donc qui caractérisent une forme qui débute plus tardivement. Si l'âge médian pour la forme à pousser est de 30 ans, la forme progressive apparaît à partir de l'âge de 40 ans. Et ce que nous a permis, et ça, ce schéma-là, on le doit donc au travail des neurologues bretons qui, sur des milliers de patients, donc, ont rapporté leur expérience, ce qui fait qu'on a pu parler avec le patient du risque de cette maladie de façon plus explicite. Et vous l'avez ici sur la diapositive où vous voyez... je crois que beaucoup d'entre vous connaissent notre langage, le DSS, je ne sais pas si vous... C'est une espèce d'échelle qui a été inventée par Kurske, qui est un Américain, qui est une échelle, comme pour la douleur, entre 0 et 10. 0, il n'y a aucun handicap, et puis au fur et à mesure que l'on va vers 10, on a de plus en plus d'handicaps. Mais en gros, on peut dire qu'un handicap modéré qui fait que l'entourage voit qu'il y a une difficulté, c'est un EDSS autour de 3. Donc ça s'appelle un handicap modéré. Ça n'a pas beaucoup de retentissement dans la vie quotidienne, parce que tous les gestes de la vie quotidienne sont faits, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui reste et qui limite l'autonomie de façon modérée. Et puis, le DSS 6, c'est au moment où les patients ont besoin d'une canne pour marcher. S'ils n'ont pas de canne, ils risquent de tomber. Voilà, ça s'appelle le DSS 6. Et puis, quand ils sont en fauteuil roulant, eh bien, c'est le DSS de 7. C'est là où ils ne peuvent plus, même avec... ils sont passés par un stade où il y a eu 2 aides, mais là, ils ont besoin d'avoir une aide constante. Et puis, ça peut encore aller plus loin, ça peut être un confinement au lit, et donc on est un EDS de 9. Bref, on a pu comme ça, on a un code que les neurologues connaissent bien, et donc les neurologues bretons ont accepté d'apporter donc leur expérience, à quel moment il y a un risque d'avoir un handicap. Et les résultats. C'est que dans la forme à pousser,
avoir un handicap modéré, il faut attendre environ 10 ans pour qu'il y ait un handicap modéré en moyenne. Ce qui veut dire qu'au bout de 10 ans, la moitié ont un handicap modéré et la moitié n'ont pas de handicap au bout de 10 ans de la maladie. Pour avoir besoin d'une canne pour marcher, la moitié des patients avaient besoin d'une canne au bout de 20 ans après le début de la maladie. Ça veut dire qu'aussi la moitié des patients n'avaient pas besoin d'une canne pour marcher au bout de 20 ans. Et pour être en fauteuil roulant, la moitié était en fauteuil roulant au bout de 30 ans. Et la moitié n'était pas non plus, bien sûr. Donc voilà pour les formes rémitantes. Et la particularité des formes progressives, c'est que ça va plus vite. Les gens en handicap modéré, la moitié des effectifs au bout de 2 ans, ils ont besoin d'une canne pour marcher la moitié de l'effectif au bout de 10 ans et ils sont en fauteuil la moitié au bout de 20 ans. Ça, ce sont des chiffres que l'on a obtenus dans les années 90, à un moment où il n'y avait pas encore de traitement, ou en tout cas on ne savait pas traiter cette maladie. Et je vais vous montrer un autre schéma qui est un schéma qui découle, qui est celui-là. Je vais essayer de vous l'expliquer. Peut-être que certains d'entre vous, je l'aurais déjà expliqué en consultation, mais c'est un schéma qui est repris dans toutes les conférences internationales. Il nous a été emprunté, et je vais vous l'expliquer parce qu'il est d'une importance considérable. Vous voyez qu'on a individué 2 phases, une phase 1 et une phase 2. 0, c'est le moment où il y a le premier événement clinique. Vous voyez que vous avez le score EDSS qui est indiqué entre 0 et 7. Donc vous avez ces scores qui sont là indiqués. Et puis vous avez des chiffres qui vont jusqu'à 30, qui sont en fait les années après le début de la maladie. Et donc la première chose qui frappe, c'est que ce n'est pas une maladie que l'on va décliner en mois ou en années, mais en décennies. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier à cette maladie et qu'il faut avoir à l'esprit. Et ce que vous regardez, c'est qu'entre le début de la maladie, 0, et le moment où il y a un premier niveau de handicap modéré, là, c'est une figure qui est faite avec les chiffres réels. Vous voyez que le temps entre le début de la maladie et un handicap modéré est extrêmement variable. Vous voyez qu'il y en a qui vont l'atteindre en 2 ans, d'autres en 5 ans, d'autres en 10 ans, d'autres en 20 ans, et il y en a aussi qui ne l'atteignent pas. Mais regardez ce qui se passe après, entre 3 et 6. On a l'impression que les courbes sont parallèles. Ce qui fait penser que, et on a des éléments maintenant clairs pour le dire, que le mécanisme de progression du handicap n'est pas le même au cours de la phase du début et n'est pas le même à un moment plus tardif. À la phase de début, ce qui détermine la rapidité avec laquelle il y a un handicap, c'est la survenue de poussées, c'est la survenue sur l'IRM de nouvelles lésions, c'est ça qui est déterminant. Et c'est très influencé par l'âge du patient quand il débute sa maladie. Par contre, entre 3 et 6, là vous voyez des courbes qui sont, des lignes qui sont parallèles, eh bien elles sont indépendantes des poussées, elles sont indépendantes de l'accumulation de lésions, elles sont indépendantes de l'âge du patient. En fait, c'est un processus qui devient un processus dégénératif, neurodégénératif, et qui n'est pas du tout guidé par le même mécanisme que ce qu'il y a à la phase précoce de la maladie. Pour moi, ça a été un choc de voir ces courbes-là, parce que j'ai compris. Lorsque, pendant presque 20 ans, j'ai suivi des patients qui ont une sclérose en plaques, je ne leur parlais pas qu'ils avaient une sclérose en plaques. Donc, je ne les traitais pas, évidemment. D'abord, il n'y avait pas de traitement. On attendait, mais on voyait bien que c'était une maladie immunologique. On avait quand même des modèles animaux, on avait quand même l'impression que c'était bien une maladie immunologique, mais on attendait qu'ils avaient dépassé 3, c'est-à-dire qu'ils avaient un retentissement dans leur vie. 1, pour leur dire qu'ils avaient une sclérose en plaques, avant on ne l'avait pas dit. Et ensuite, on mettait des traitements à visée immunologique. Sauf que ce n'est plus un processus immunologique, c'est plus le même processus immunologique qui conduit la maladie à un stade tardif. Et en fait, on envisageait des traitements à un stade qui était trop tardif. On commençait en moyenne le traitement 7 à 8 ans après le début de la maladie. Et ça, quand on a vu cette présentation de la progression du handicap, combien il y a, c'est pas du tout les mêmes variables, oui, qui déterminent la progression du handicap. On a eu un choc parce qu'on a compris qu'on s'était trompé.
on avait pensé que la sclérose en plaques était probablement une maladie relativement homogène du début jusqu'à la fin et qu'on pouvait l'attaquer à tout moment. Donc on attendait qu'il y ait quand même quelque chose d'objectif, que la maladie avait généré des handicaps pour traiter. Et on était complètement dans l'erreur et c'est ce que je vais un petit peu vous expliquer au cours de cette conférence. Alors l'étiologie, on dit « Ah, mais on ne sait pas d'où ça vient ». Ben, je crois qu'on sait beaucoup de choses aujourd'hui. On sait énormément de choses sur l'origine de la sclérose en plaques. On sait qu'elle commence chez l'adulte jeune, entre 20 et 40 ans, que là, il n'y a pas de parité. D'ailleurs, la parité s'est aggravée parce que quand j'ai commencé à voir des patients, le rapport qui était connu était de 2 femmes pour un homme. Maintenant, c'est 3 femmes pour un homme. Donc, il y a quelque chose dans les habitudes de vie qui ont changé et qui ont renforcé la prépondérance féminine. Vous avez là la prévalence de la maladie. Donc, en Bretagne, on a fait ce calcul. On a fait ce calcul avec un challenge qu'on a lancé avec l'Observatoire de santé en Bretagne. C'est au moment du changement de millénaire. Entre le passage de 1980 à 2000, j'ai envoyé un courrier à tous les neurologues de Bretagne en leur demandant s'ils acceptaient de déclarer tous les cas de sclérose en plaques qu'ils avaient observés au cours du changement de millénaire. Et puis on a continué pendant quelques années après. Et je leur ai dit, écoutez, il faut absolument faire cette étude parce que la prochaine fois qu'on fera une étude, ça sera dans 1000 ans, quand on passera de 2999 à 3000. Et donc, ça serait bien qu'on puisse garder ce chiffre au changement de millénaire. Et ça a eu un effet de motivation. Et on a eu comme cela donc, quelques centaines de patients qui ont pu être détectés à ce moment-là et qui nous ont permis de calculer l'incidence et à partir de l'incidence, la prévalence de la maladie en Bretagne. Donc, c'est 1 patient pour 1000 habitants en Bretagne. Donc, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, ça fait quand même qu'il y a 3000, 4000 patients en Bretagne qui sont atteints de sclérose en plaques. Et on sait qu'actuellement, en France, la Caisse d'assurance maladie a répertorié il y a 2 ans environ 112 000 patients en France qui sont porteurs d'une sclérose en plaques. Et puis, un fait particulier, c'est que la distribution de la sclérose en plaques, elle n'est pas du tout homogène. Elle est plus fréquente dans les régions tempérées. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure et je vous expliquerai pourquoi c'est important. Et puis, je vous ai dit, il y avait des formes qui étaient d'emblée progressives et pas à pousser. Et puis, vous allez voir que la partie génétique que je vais vous expliquer est très, très importante, très importante à considérer. Donc, voici la carte mondiale de la distribution de la sclérose en plaques. En rouge, les zones qui sont de haute prévalence. La France n'est pas à l'époque, on n'avait pas les chiffres. Maintenant, on a les chiffres. On sait que la France est en rouge. Et puis, il y a des zones où il y a peu ou pas de sclérose en plaques. Et cela nous inspire 2 possibilités d'explication. Ça peut être parce qu'il y a des facteurs génétiques. On sait que selon les populations, bien sûr, les gènes sont différents. Mais ça peut être aussi parce que l'environnement autour de la planète n'est pas du tout la même. Et donc, on a essayé, au cours de ces 20 dernières années, de faire la part des choses entre ce qui pourrait être lié à un mécanisme, à un environnement, et ce qui peut être lié à la susceptibilité génétique. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, c'est en fait, dans cette maladie, on le sait, une espèce d'alliance ou d'association ou de contribution qui se renvoient l'une l'autre, où d'un côté, il y a une susceptibilité génétique et d'un autre, des phénomènes dans votre environnement qui en favorisent l'expression. Et ce que je dis souvent quand je parle de génétique, parce que c'est une inquiétude aussi pour les patients, je dis, mais est-ce qu'il faut que dans ces cas-là, on fasse une enquête dans la famille? Est-ce que les enfants vont être touchés? Est-ce que mes frères et sœurs vont être touchés? En fait, il n'y a pas de justification à faire des enquêtes génétiques de ce type-là, parce que ce n'est pas une maladie héréditaire. Ce n'est pas du tout une maladie où il y a un gène qui est anormal. Les gènes sont tout à fait normaux. Il y a une prédisposition, c'est-à-dire que le risque est un peu plus élevé, mais il n'est pas lié à un gène anormal et donc pas transmissible en tant que tel. Ce n'est pas comme les maladies héréditaires, vous avez 25% de risque, voire 50% de risque, voire quelquefois, dans certains cas, pratiquement 100% de voir à un moment donné apparaître la maladie. Là, on est dans un cadre complètement différent et je vous donnerai des chiffres précis tout à l'heure.
Voilà, donc, et puis il y a des facteurs de risque que je vais que l'on va discuter, que l'on connaît de mieux en mieux. Il y a le fait que, je vous ai montré la carte tout à l'heure, vous avez vu que c'était les régions tempérées. Alors, bien que les Bretons, mais pas Laval bien sûr, disent que la Bretagne, il y a du soleil, il fait beau plusieurs fois par jour, en fait, les Bretons sont déficitaires en vitamine D. Quand 80% de la population est déficitaire, parce que, bon, d'abord parce que le soleil ne brille pas tout le temps, du matin au soir. Et puis les Bretons ne travaillent pas quand même torse nu pendant tout l'été, etc. Donc l'exposition au soleil, qui est le grand fournisseur de vitamine D, n'est quand même pas dans nos modes de vie. Hein. Peut-être qu'autrefois, ça n'a pas été mesuré, mais quand le monde breton était rural, à 80%, peut-être que la situation était différente parce que les gens vivaient dehors et donc attrapaient suffisamment de soleil, même s'il ne brille pas tout le temps, pour ne pas avoir de carence. Et peut-être qu'il y avait moins de sclérose en plaques. Comme il n'y avait pas de chiffres, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais c'est pas complètement impossible. Mais donc, c'est un élément tout à fait important, ce qui fait que je fais partie des neurologues qui corrigent le déficit en vitamine D. On a une étude actuellement dont on aura les résultats dans quelques temps, où on a, de façon prospective, après un premier événement, donné de la vitamine D ou ne pas donner de la vitamine D. Donc, des patients ont accepté de jouer le jeu pour voir si ça a une influence sur le fait d'avoir plus rapidement une nouvelle poussée ou d'avoir un handicap. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un facteur confondant, mais tout concourt à penser que la carence en vitamine D est un facteur qui favorise la survenue de la maladie et qui même influence la gravité de la maladie. Et donc, même si ce n'est pas démontré à 100%, c'est suffisamment important pour justifier que les patients qui ont une sclérose en plaques prennent de la vitamine D. C'est juste une ampoule je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, non, je ne sais plus. Voilà, on donne une ampoule par mois de 80 000 unités internationales de vitamine D, ce n'est pas très contraignant. Et ça corrige tout à fait bien le déficit en vitamine D. Le deuxième facteur qui a eu un succès un petit peu médiatique il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est arrivé jusqu'à Laval, c'était le virus EBV, hein, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est un élément qui favorise certainement l'expression de cette maladie. Il y a des facteurs dans l'environnement qui ont été mesurés, des pesticides, des produits qui sont industriels, qui favoriseraient la survenue. On a des données qui vont dans ce sens. Là, je vais vous montrer un travail qui a été fait par nos amis canadiens, qui est remarquable, qui mesure le poids de la famille dans la survenue de la sclérose en plaques. Alors, peut-être que la slide est en anglais. Non, elle est en français. Qui montre qu'en fonction du lien de parenté, quel est le risque de voir cette maladie survenir. Et on voit que si jamais on a affaire à des jumeaux qui ont le même matériel génétique, donc des vrais jumeaux, comme on disait, des vrais ou des faux. Ben là, des vrais jumeaux, s'il y en a un qui a une sclérose en plaques, le risque que l'autre ait une sclérose en plaques est d'environ 30%, 30-35%. Donc c'est un risque qui montre que la génétique est importante, mais qui montre aussi que la génétique n'est pas suffisante pour pouvoir développer la maladie. Quand on regarde des jumeaux qui sont, par contre, pas de la même dizygote, qui sont génétiquement différents, qui en partagent bien sûr la moitié des gènes, mais pas tous, eh bien, vous voyez la chute, c'est autour de 3% le risque, et on rejoint pratiquement le risque des frères et sœurs dans la famille. Et puis, un élément intéressant qui a été montré, c'est qu'on s'est dit, mais peut-être que quand dans les familles, il y a comme ça une augmentation de 3% entre les frères et sœurs, peut-être que c'est pas parce qu'ils ont les mêmes des parentés génétiques, mais peut-être parce qu'ils ont vécu dans le même, ils ont été exposés au même à la même nourriture, ils ont été exposés au même épisode infectieux, ils ont partagé le mouchoir, ils ont partagé plein de choses qui fait que. Et donc on a regardé, les Canadiens ont une intelligence de regarder entre les gens adoptés, donc des enfants adoptés
par rapport à des vrais, des frères et sœurs, mais des enfants qui ont été adoptés à bébés, et de voir s'ils vont se retrouver avec un risque de sclérose en plaques qui est comme les autres de la famille, mais qui ont, voilà. Et en fait, ça ne s'est pas trouvé. On n'a pas trouvé chez les enfants adoptés un risque d'avoir une sclérose en plaques qui soit plus élevé parce qu'il est dans une famille où il y a un enfant qui a une sclérose en plaques. Donc on n'est pas dans des facteurs qui sont à l'échelon unitaire, à l'échelon du foyer, comme un facteur de risque. Alors, on a fait des progrès. Alors, justement, parce qu'il n'y a pas de gènes anormaux, c'est très compliqué les études génétiques. C'est très très compliqué les études génétiques parce que quand on trouve des différences, on peut dire, bah oui, la différence, elle est liée parce qu'on n'est pas de même ethnique. On appartient à des ancêtres qui sont différents, donc on trouve des différences. C'est attendu. C'est pas lié parce qu'on a une sclérose en plaques. Donc, qu'est-ce qui appartient à des facteurs qui pourraient favoriser la sclérose en plaques et ce qui appartient au fait qu'on est différents les uns des autres, génétiquement, selon les régions, etc. Et là, il y a eu un travail qui a réuni des chercheurs et des neurologues de toute la planète, de tous les continents. Ce qui fait qu'on a pu avoir une population contrôle qui recouvrait bien la grande diversité du possible dans le partage des gènes, dans le partage, dans l'expression, la probabilité d'expression des différents variants de gènes. Et c'est vrai que ça a correspondu. À l'époque, on était capable de séquencer tout le génome. Ça, c'est un progrès incroyable. Au point que vous pouvez... Alors en France, je crois que ce n'est pas autorisé et certainement pas remboursé. Mais je crois que dans certains pays, je crois qu'aux États-Unis, il y en a qui sont un peu fous et qui veulent absolument avoir leur génome, donc ils payent sur Internet. Enfin, bon, il y a peut-être des systèmes, mais c'est complètement délirant. Ça ne sert à rien du tout. Ça enrichit probablement quelques laboratoires qui font ça, mais c'est vraiment pas utile. Mais bon, il y a des gens qui font ça. En tout cas, c'est vrai que ça a été un élément incroyable quand on a pu avoir séquencé l'ensemble du génome. Et donc, on a regardé au niveau donc, de très larges populations, et bien sûr, nous, à Rennes, on a participé à ces études, de voir quels étaient les variants de gènes qui étaient plus exprimés que la population qui n'avait pas la sclérose en plaques. Et vous voyez ici, au fur et à mesure du temps, on en est arrivé à avoir quelques centaines de variants qui sont plus exprimés chez les gens qui ont une sclérose en plaques par rapport à la population témoin, et qui donc, d'une certaine façon, sont des candidats pour pouvoir favoriser la survenue de cette maladie. Et ce qui est important, c'est cette diapositive-là. Alors, vous voyez Marilyn Monroe et puis Obama avec une cigarette. Bon, c'est pour... quand on regarde le fait de fumer, qui est un facteur qui favorise la sclérose en plaques, il ne faut pas fumer. Enfin, il ne faut pas fumer pour plein de raisons. Mais alors, en tout cas, pas pour la sclérose en plaques, on sait. Et on s'est rendu compte que si on a certains variants de gènes qui favorisent la sclérose en plaques et qu'on est fumeur, on peut augmenter par 15 à 30 le risque de voir apparaître une sclérose en plaques par rapport à quelqu'un qui ne fumerait pas. Donc, c'est extrêmement important et on a montré la même chose avec des pesticides, avec des produits organiques. Donc, on sait que chez les patients qui ont certains variants de gènes qui sont trop exprimés, ils multiplient de façon incroyable le risque de voir cette maladie apparaître et se développer et probablement avoir un index de gravité. Ça a été montré pour la vitamine D, ça a été montré pour le tabac. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on regarde à quoi servent les variants qui sont surexprimés, eh bien, c'est impressionnant de voir combien ils ont à voir avec le système immunitaire. Et pas tellement, un peu, mais pas tellement avec les structures du système nerveux central. C'est surtout le système immunitaire qui ont un rôle, qui sont des variants qui ont à voir avec le système immunitaire, qui sont impliqués dans la sclérose en plaques, qui montrent bien que c'est bien une maladie immunologique.
et c'est là qu'il faut, c'est vraiment dans ce sens qu'il faut la regarder, et pas comme une maladie dégénérative pure, comme certains ont pu le penser à certains moments. Et puis, je vous mets cette diapositive parce qu'elle est à cause d'un travail qui a été d'ailleurs présenté par Archirio, qui a été présenté dans Science Nature il y a un mois, et pour lequel il y a eu, vous avez pu entendre sur France Inter, etc. On a trouvé la cause de la sclérose en plaques. En fait, ce qu'on a trouvé est la chose suivante. On a trouvé que les patients qui font une sclérose en plaques ont pratiquement tous une infection par le virus d'Epstein-Barr, l'EBV virus. Et on n'a pas trouvé de gens qui avaient une sclérose en plaques et qui n'avaient pas cette infection-là. Et ce qu'a montré l'étude récente, alors là vous avez des études qui sont plus anciennes, qui déjà nous avaient mis fortement l'accent sur son importance, c'est qu'on s'aperçoit que la mononucléose infectieuse et puis la sclérose en plaques ont énormément de caractères en commun, partagent des mêmes caractères par rapport à l'âge de l'apparition de la maladie, par rapport aux populations qui sont les plus exposées, par rapport à sa distribution géographique. Et puis, quand on regarde à quel moment on a cette infection par le virus ou qu'on n'a pas cette infection par le virus, on s'aperçoit que ça recoupe et ça fortement le risque de développer une sclérose en plaques. Et ce qui a été présenté il y a une dizaine d'années, non, il n'y a pas une dizaine d'années, ce qui a été présenté il y a un mois ou deux et qui a fait un buzz important, c'est une étude où il s'agissait du devenir de soldats américains qui, lorsqu'ils faisaient leur service, ont eu des prélèvements de sang, et on s'est rendu compte que et ils ont eu de façon suivie des prélèvements de sang, et on a pu avoir des prélèvements à un moment où ces soldats ont développé une sclérose en plaques. Et on a trouvé comme cela, je crois que c'était 25 soldats qui, lorsqu'ils ont fait leur service, n'avaient pas eu l'infection par le virus Epstein-Barr. Mais lorsqu'on a eu accès à leur prélèvement au moment où ils ont développé une sclérose en plaques, pratiquement tous avaient une infection par le virus Epstein-Barr, alors que d'autres militaires qui sont restés EBV négatifs, n'ont pas développé de sclérose en plaques. Donc le rapport faisait qu'il y avait probablement un lien de causalité entre l'infection par ce virus par rapport à ceux qui ne sont pas infectés par ce virus. Alors, ça soulève la question. La difficulté avec ce virus, c'est que 95% de la population attrape une infection par l'Epstein-Barr virus à un moment donné au cours de son existence. Et pour la sclérose en plaques, c'est 100%. Donc voilà. La difficulté, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec cela? Donc il y a actuellement des réflexions pour dire est-ce qu'on fait une vaccination? Est-ce qu'on va vacciner toute la population française avec l'espoir que si on est vacciné contre le virus de l'Epstein-Barr, donc on est vacciné avant de l'attraper, on aura une efficacité pour que la maladie n'apparaisse pas 20, 25 ou 30 ans plus tard. Bon, c'est pas simple quand même, parce que vous voyez bien quand même l'adhérence à la vaccination. Ça n'a pas toujours été le fort en France. Il y a eu des progrès, je vous le concerne, mais bon. Est-ce que, alors on va peut-être pas quand même vacciner tout le monde contre l'Epstein-Barr virus, parce que c'est peut-être un peu trop, puis on ne sait pas trop éventuellement quelles seraient les complications de la vaccination elle-même. Il faudrait aussi mettre ça, le rapport risque-bénéfice. Mais ce n'est pas exclu que si ça pouvait avoir un impact, que dans les familles où il y a un cas de sclérose en plaques, puisque là on passe de 1 pour 1000 à 3% le risque d'avoir une sclérose en plaques dans la famille, on pourrait avoir envie de vacciner les enfants à naître dans une famille où quelqu'un a présenté une sclérose en plaques. Donc on est très loin d'en arriver là pour aujourd'hui, mais la question est posée et il y a déjà des candidats alors de faire des vaccins ARN pour pouvoir vacciner contre OBV avec des gens qui sont favorables à faire l'étude et à être suivis pour essayer de répondre à cette question. Voilà, donc
Vous voyez que je vous ai donné quand même pas mal d'explications pour vous dire ce qui fait que la maladie apparaisse. Il y a des gens qui ont probablement des facteurs de protection et des gens qui ont des facteurs aggravants. Juste un élément qui a mis le doigt sur cette dualité entre facteurs d'environnement et puis facteurs génétiques, c'est que dans des zones où la prévalence de la sclérose en plaques est élevée, mettons la Bretagne, alors c'est surtout, je vais parler surtout du Royaume-Uni, qui ont, alors c'était bien sûr, à l'époque c'était plutôt les bagnards et puis les gens qui étaient condamnés qui partaient en Australie, donc ils ont un petit peu colonisé l'Australie. Ce qu'on a appris, c'est que ce qu'on a observé, c'est que lorsque les migrants quittent un pays après l'âge de 15 ans, ils emmènent avec eux le risque de leur pays. Mais quand ils migrent avant l'âge de 15 ans, et en particulier lorsqu'ils migrent bébés, dans un pays où il y a peu de sclérose en plaques, eh bien, le risque de sclérose en plaques chute de façon tout à fait importante, jusqu'à un rapport de 10. On réduit par 10 la probabilité de développer une sclérose en plaques selon qu'on est dans une zone, selon qu'on a vécu ces 15 premières années dans une zone à haut risque versus vivre dans une zone à bas risque. Et on sait que, par exemple, en Australie, dans les régions en Tasmanie, qui est une zone qui est très au sud et qui ressemble un peu à la Bretagne, on a à peu près les mêmes taux que chez nous. Mais quand on va dans les régions tropicales d'Australie, où ce sont les mêmes populations qui ont colonisé toute l'Australie, eh bien, on a un risque de sclérose en plaques qui est 10 fois plus faible dans les régions tropicales. Et donc tout ça pour vous dire que ces connaissances qui s'améliorent de ce lien entre la génétique et l'environnement nous amènent de plus en plus à faire quelques recommandations. Corriger un déficit en vitamine D, ne pas fumer. Alors il y a aussi le sel, peut-être qu'un régime trop salé serait un facteur qui le favorise. Et c'est parce qu'on a observé plus de sclérose en plaques aux États-Unis chez les gens qui vont à McDo par rapport à ceux qui n'y vont pas. Et à McDo, c'est très salé. Et on sait que ça excite le lymphocyte lorsqu'on lui met du sel dans la solution et qu'on étudie sa réactivité. Alors, donc, voilà, je continue pour vous dire que grâce à l'imagerie, eh bien, la pathologie, les lésions sont de mieux en mieux cernées. Et vous connaissez, je crois, ces images. Vous avez pu voir, ou certains d'entre vous ont vu des IRM. Et vous vous rendez compte de la révolution que ça a été de pouvoir voir aussi clairement les lésions cérébrales au niveau au niveau de la substance blanche. C'est souvent donc la substance blanche qui est touchée. C'est la cible du processus inflammatoire. Et vous voyez que c'est tout ce que vous voyez en blanc sur la diapositive, qui a été à un moment donné donc, fait l'objet d'une agression inflammatoire. Et puis sur la diapositive qui est à côté, c'est après injection d'un produit de contraste qui met en évidence des lésions aiguës. Et donc les choses se passent comme ça. Là, vous avez une représentation un petit peu du tissu cérébral. Ce qui est en vert, c'est la myéline. C'est donc la myéline qui entoure l'axone qui est en rouge. Vous voyez bien les axones, ça c'est une coupe tout à fait normale. Et puis vous voyez une zone là au centre qui est là, qui est un vaisseau. Voilà, le sang qui va irriguer le cerveau. Donc voilà la substance blanche telle qu'elle est normale. Et puis avec l'aspect IRM qui lui correspond, voilà une IRM qui est tout à fait normale, il n'y a pas de souci. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, voilà ce qui se passe. Lors d'une lésion focale qui s'installe, lors d'une colonisation du tissu cérébral par des cellules inflammatoires, vous avez vu que ça part d'un vaisseau, que ça traverse le vaisseau et que les cellules donc, vont autour du vaisseau donc envahir. Là, vous avez en bleu des cellules immunes, des cellules immunes qui viennent envahir le tissu cérébral et donc au niveau de la substance blanche. Et que l'on peut visualiser avec l'IRM au moment où elle se produit, lorsqu'on injecte un produit de contraste et on voit voilà, donc une prise de contraste qui témoigne donc d'une lésion qui est récente, qui en général dure depuis
quelques jours ou rarement plus de 15 jours. Et puis, la lésion, elle évolue. Est-ce que vous voyez comment elle évolue? Donc, voici le vaisseau. Vous voyez qu'il n'y a plus de, il y a plus de verre. Hein, et donc, la myéline a disparu. Il reste des axones en nombre qui est diminué. Et puis, au bord, persiste un processus inflammatoire qui fait qu'on est en présence donc d'une lésion chronique hein, qui est encore active à sa périphérie et qui va évoluer, qui peut évoluer vers des lésions qui sont inactives et pour lequel il n'y a plus que beaucoup moins d'axones et plus de myéline, et qui va secondairement donc avec une fibrose qui va s'installer, et c'est pour ça qu'on parle de sclérose en plaques, parce que le tissu, la substance blanche, les lésions sont transformées en un tissu qui est avec une réaction astrocytaire, avec une réaction fibreuse, qui remplace le tissu noble et dont on peut voir quelquefois ce qu'on appelle un trou noir, un black hole, qui témoigne donc de cette perte de substance, de cette déstructuration du tissu. Alors, vous avez là un schéma qui vous illustre un petit peu ce qui se passe au niveau de la substance blanche, où des cellules inflammatoires viennent sectionner l'axone qui se trouve. Donc, vous savez vous vous souvenez de vos cours de troisième, le corps cellulaire, et puis l'axone qui est entouré de myéline, et puis voilà, la synapse à sa terminaison. Et ce qui est touché dans la sclérose en plaques, c'est la gaine qui entoure la fibre nerveuse, c'est la gaine de myéline, pour lequel il y a des structures protéiques contre lesquelles réagissent les lymphocytes. Et là, c'est pour vous dire l'importance au moment des lésions aiguës, combien il y a une capacité à casser l'axone. Vous avez le nombre d'axones qui ont été coupés, qui sont, et bien sûr, c'est un moment très important de l'agression du tissu cérébral. Et vous avez aussi, bien sûr, un phénomène de section, mais qui est moins important au niveau des bords des lésions actives. Et puis, c'est vrai que toutes les lésions inflammatoires au niveau de la myéline ne conduisent pas forcément à une section de l'axone. Vous avez la possibilité d'une réaction inflammatoire qui va manger la gaine de myéline. Et la gaine de myéline peut avoir une capacité à se réparer. Mais quand elle se répare, elle est plus fragile, elle est moins... Voilà, elle n'a pas exactement la même épaisseur, mais enfin, elle reste fonctionnelle, et c'est ce qui explique d'ailleurs la récupération que l'on peut avoir après une phase aiguë, parce que la myéline est réapparue, et donc la vitesse de conduction est satisfaisante, et donc la fonction est restaurée. Alors, donc, je vous l'ai dit, mais que les axones sont bien sectionnés au moment du processus inflammatoire, et vous en avez ici l'illustration. On a même des images qui nous montrent, c'est un certain Trapp qui a montré l'axone, et puis voilà, là, il y a une accumulation de produits qui apparaissent lorsque la fibre est sectionnée. Donc on a la preuve qu'il y a bien une section de l'axone, et à partir du moment où il y a une section d'axone, il n'y a aucune chance d'avoir une réparation. Et il est vrai que certains patients ont des lésions qui sont destructrices comme ça, plus que d'autres. Et donc, elle est là dès les premiers événements, et avant même que la maladie a commencé. Quand on fait une IRM, on va la repérer. Je vous ai dit que les axones, pour ceux où il n'y a pas de section, ils restent quand même, ils sont vulnérables à l'environnement inflammatoire et peuvent secondairement être sectionnés. Il n'y a pas, par contre, les cellules inflammatoires qui attaquent la gaine de myéline, on n'a pas trouvé de façon claire qu'ils avaient une capacité à attaquer directement la fibre nerveuse. Ça passe par l'attaque de la myéline. Et donc, très clairement, si on a des médicaments qui empêchent l'apparition de nouvelles lésions, et on a ces médicaments-là, eh bien, on va réduire le risque de section axonale qui, elle, est irréversible. Et donc, je vous ai montré, non, je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer que le fait d'avoir une démyelisation conduit aussi à une perte axonale, et le mécanisme, il est figuré ici. Donc, vous avez pu avoir
donc une forme de réparation de la myéline, mais c'est quand même fragile. Et puis avec le temps, au fil des années, ben, voilà, ça va devenir de plus en plus fin et il va y avoir une fragilisation et une section. Et on voit bien que les pertes tardives, là on est dans des formes progressives, on voit que le pourcentage de pertes d'axones eh bien, est particulièrement important. Voilà, c'est quelques exemples de personnes qui ont une maladie depuis 12 ans, depuis 15 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, et on voit que plus de 50% des fibres des axones sont sectionnées. Et puis, il y a une zone aussi qui est intéressante, qui est importante, que l'on peut de plus en plus détecter par l'IRM, c'est l'atteinte du cortex cérébral. On a souvent pensé que la sclérose en plaques était une atteinte de la substance blanche, donc la profondeur du cerveau. On pensait que la partie corticale, celle qui contient le corps des cellules, celles qui sont responsables de la conscience, qui sont responsables des fonctions intellectuelles, qui sont responsables de beaucoup des fonctions cérébrales, étaient épargnées. Et on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, qu'en réalité, on voit d'un point de vue anatomopathologique, et on voit aussi maintenant en IRM, les IRM les plus à haut champ, de 7 Tesla, sont capables de bien caractériser l'atteinte du cortex. Et en fait, c'est une atteinte de la myéline corticale aussi. Ce n'est pas une atteinte du cortex, autant ça n'attaque pas les corps cellulaires, mais ça attaque la myéline au niveau du cortex. Et on va trouver des atteintes corticales qui peuvent être intracorticales ou sous-corticales, mais qui sont particulièrement importants et qui sont importants dans les phases... elles sont importantes. Là, c'est lors d'un premier épisode. Là, c'est la forme rémitante. Et vous voyez que les pourcentages de présence de lésions corticales sont bien présentes dans les formes progressives de la maladie et sont donc probablement sont en cause dans les difficultés cognitives qui peuvent apparaître à un stade avancé de la maladie. Et là, c'est la distribution. Là, vous avez une représentation de la distribution des lésions au sein du tissu cérébral. Et le message qui est là, c'est de bien vous illustrer les différences qu'il y a au cours du temps dans le pourcentage respectif de différents types de lésions. Je vous ai montré des lésions aiguës, je vous ai montré des lésions chroniques actives. Il y a aussi des lésions qui aujourd'hui prennent beaucoup d'importance et qui pourraient être responsables de la forme progressive, de la perte progressive de l'ambulation au niveau de la moelle en particulier. C'est ce qu'on appelle les lésions, les slowly evolving lesions, les lésions qui évoluent très lentement et dont la fréquence, je crois que je pourrais vous le montrer ici, voilà, vous avez ici slowly evolving lesion, vous voyez que voilà, c'est 0% au début de la maladie et puis ça atteint 14-15% à un stade plus avancé. Et la raison pour laquelle j'aime montrer ce schéma, c'est pour vous dire qu'on est face à une maladie dont la distribution lésionnelle n'est pas homogène au fur et à mesure que la première année, les 5 premières années, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, etc. Il y a donc une variation importante du type de lésion. Et c'est extrêmement important parce qu'en réalité, les médicaments qu'on a à notre disposition en 2020, ce que ça a démontré, c'est que ça a essentiellement une action sur les lésions actives. Ça empêche la survenue de nouvelles lésions. Ça empêche que le tissu cérébral soit colonisé par des nouvelles cellules immunes. Mais par contre, nos traitements qu'on a aujourd'hui, et c'est là un point faible, on n'a pas une fois que le tissu cérébral est source d'un processus inflammatoire qui se met en place et qui va continuer à évoluer, eh bien, on n'a pas de médicaments qui agissent à l'intérieur du tissu cérébral pour agir sur ces différents patterns de distribution. Et c'est un petit peu la vision qu'on a aujourd'hui, en 2022, de cette maladie, que l'on doit aux travaux d'IRM, mais aussi aux travaux anatomopathologiques, en particulier de l'équipe de Hans Tassmann. J'aime bien en parler de Hans Tassmann parce que c'est une des rares équipes qui travaille sur le tissu cérébral. Alors, et la raison, c'est que c'est un Autrichien. Et vous savez qu'en Autriche, depuis quelques siècles, les citoyens autrichiens ne peuvent pas revendiquer quand ils sont décédés, le droit à disposer du corps qui a
voilà, qui a perdu sa vie. Hein. Donc les autopsies sont extrêmement faciles à réaliser. Et donc il y a un accès, je dirais, citoyen. On considère que quelqu'un qui a pu bénéficier pendant toute sa vie des bienfaits que offre la solidarité nationale, eh bien, est en droit de pouvoir, une fois qu'il n'est plus en vie, eh bien, que son corps peut être utilisé pour améliorer les connaissances. Ce qui fait qu'il a accès à du tissu cérébral comme aucun autre pays au monde. Et ça nous apprend beaucoup de choses sur la distribution des lésions et le vieillissement des lésions. Et c'est lui qui a bien montré voilà, la particularité au début de la maladie d'avoir des vagues de colonisation par des nouvelles cellules focales et puis des mécanismes plus diffus, plus compartimentalisés, qui sont différents, qui vont s'installer à l'intérieur du système nerveux central, auquel va s'ajouter bien sûr, comme toujours, hein, il n'est pas bon d'avoir plusieurs maladies en même temps, quoi. C'est pas bon d'avoir une sclérose en plaques et d'être hypertendu. C'est pas bon d'avoir une sclérose en plaques et d'avoir fait des accidents vasculaires. C'est pas bon d'avoir une sclérose en plaques et de prendre des médicaments neurotoxiques, etc. Et tout ça contribue évidemment au risque de progression du handicap. Alors, vous avez compris, je crois, que c'est une maladie qui n'est pas homogène, qui va évoluer. Et vous avez compris aussi que, au cours de la première phase, un élément qui est important, qui conditionne la survenue du handicap, c'est la survenue de poussées, c'est la survenue de lésions, de nouvelles lésions. Et vous avez compris que ce mécanisme-là n'est plus prépondérant à un stade plus avancé de la maladie. C'est des choses qui se passent à l'intérieur du tissu cérébral. Ce qui fait qu'il y a eu une attention extrêmement importante pour faire en sorte qu'on agisse sur le processus immunologique le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ça implique d'avoir un diagnostic le plus tôt possible. Mais vous voyez bien la difficulté. C'est qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, en étant tellement rapide à faire le diagnostic qu'il a une sclérose en plaques, si on s'est trompé. Il faut donc, quand quelqu'un a 25 ans ou 30 ans ou moins même, ne pas annoncer une sclérose en plaques qu'il n'a pas. Il faut donc être sûr du diagnostic. Donc il faut, à la fois, il y a l'envie de faire un diagnostic rapide, mais il y a aussi l'envie de ne pas se tromper. Donc il faut des critères. On n'a pas aujourd'hui un critère qui permet de dire à 100% qu'on a une sclérose en plaques. Si vous avez une tuberculose et qu'on a dans vos crachats trouvé le bacille de Koch, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas de tuberculose. Voilà. Il y a peut-être un signe qui n'est pas encore accepté, mais qui semble très puissant, qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu, je vous ai montré une lésion aiguë, je vous ai montré le vaisseau au milieu, et puis l'envahissement. Voilà. En fait, il y a le signe de la veine centrale. Quand sur l'IRM, on voit qu'il y a un signal, une visualisation de la veine centrale, c'est très, très évocateur, presque à 100% de la sclérose en plaques, quand ça intéresse l'essentiel des lésions focales qui sont vues sur l'IRM. Donc on va peut-être en arriver à avoir un diagnostic pratiquement sur une IRM avec ce signe de la veine centrale. Mais aujourd'hui, on n'a pas de diagnostic de certitude et donc on travaille sur des critères. Voilà les critères que le neurologue doit avoir à l'esprit quand il réfléchit sur un patient. Il faut bien sûr que ce soit une maladie du système nerveux central, ça vous imaginez bien, mais il faut qu'il réponde à deux critères importants que sont la dissémination spatiale et la dissémination temporelle. Dissémination spatiale, ça veut dire qu'il y a plusieurs zones dans le cerveau qui ont été touchées. Et la dissémination temporelle, ça veut dire que ce n'est pas une maladie aiguë, c'est bien une maladie chronique. Donc dans le temps, vous avez une accumulation de nouvelles lésions qui fait que ce n'est pas une maladie monophasique, c'est bien une maladie chronique. Et bien sûr, il faut être capable d'exclure tous les diagnostics différentiels, et ça, c'est le métier du neurologue. Mais pour le critère de dissémination spatiale, donc pour reconnaître que vous avez bien affaire à une maladie multiloculaire qui a plusieurs endroits au niveau du tissu, il faut encore que ces lésions soient dans des zones éloquentes. Et très souvent en consultation, je vois des patients qui arrivent avec une IRM et ils ont des taches blanches sur leur IRM. Puis le radiologue dit, il faut peut-être voir un neurologue pour voir si ce n'est pas une sclérose en plaques. Donc ça, c'est très fréquent. À vrai dire, je dis souvent aux patients que
avant, je disais parce que c'est Cora nous donnait de l'argent pour la recherche. Donc, je disais que parmi les gens qui ont été faire leurs courses à Cora ce matin, qui n'ont pas de maladie neurologique, il y en a 20% qui ont des taches comme ça. On les appelle les objets blancs non identifiés. Voilà. Mais ce n'est pas des lésions de sclérose en plaques pour autant. Par contre, il y a des zones qui sont extrêmement à risque de rentrer dans le cas de sclérose en plaques et qu'on a ici, que je vous ai indiqué ici, quand c'est au niveau de la fosse postérieure, donc au-dessous de la tente du cervelet, donc à la partie postérieure et basse de l'encéphale. Au niveau du cortex, c'est justacortical, c'est très suspect. Tout autour des ventricules, surtout quand ça prend un cigare perpendiculaire au ventricule. Et puis au niveau de la moelle, voilà, il n'y a pas de... C'était extrêmement suspect. Donc, si vous avez 2 de ces zones qui sont touchées, vous avez un critère de dissémination spatiale qui évoque une sclérose en plaques. Et puis, pour dire que c'est une maladie chronique, eh bien, il faut des critères. Alors, en 2017, on a pris la décision que quand un patient, sur son IRM, avait d'une part des lésions qui prennent le produit de contraste, donc quelques hypersignaux, là, focal, ou quand on injecte le produit de contraste, le gadolinium, on voit une prise de contraste, et puis d'autres lésions qui n'ont pas de produit de contraste, on considère qu'ils n'ont pas la même temporalité, et donc on a le critère de distribution temporelle. Et puis, on est même allé jusqu'à dire que s'il n'y a pas de prise de contraste, le fait de faire une ponction lombaire et d'avoir au niveau de la ponction lombaire une forme de spécificité qui sont des bandes oligoclonales, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout le spectre des immunoglobulines qu'il y a dans le sang, qui est très large, eh bien, il y a quelques pics que l'on peut repérer en immunoélectrophorèse, qu'on appelle des bandes oligoclonales, qui traduit qu'il y a une réaction qui est spécifique au tissu cérébral. Et on sait bien que pour avoir ces réactions spécifiques, ça ne peut pas se faire en quelques jours. C'est le fait d'une maladie chronique. Et donc, à ce moment-là, on est en droit, si on n'a pas d'autres explications, de dire que c'est bien une sclérose en plaques. Voilà. Et pour illustrer mon propos, pour vous dire combien on a gagné en temps pour faire le diagnostic de sclérose en plaques, voilà, imaginez quelqu'un voilà, j'ai pris cet exemple de quelqu'un qui a présenté en avril 2011 voilà, une baisse d'acuité visuelle, donc il a au niveau d'un œil, et qui va voir l'ophtalmo qui lui pense à une névrite optique. On fait une IRM et voilà, on voyait l'IRM. Bon, voilà, très bien. Ben, on dit oui, peut-être qu'il y a quelque chose sur la substance blanche. Et puis on disait rien de plus. Voilà. Et puis, pour faire le diagnostic, il fallait attendre un deuxième épisode qui pouvait survenir à un temps variable. Eh bien là, ici, c'est 2 ans plus tard, mais ça peut être 3, 4, 5 ans plus tard qu'il y ait un deuxième épisode. Et là, on avait le droit de dire que c'était il avait les critères qu'on appelait les critères de Poser, il y avait une sclérose en plaques. Donc on pouvait avoir mis comme ça pour porter le diagnostic et réfléchir à un traitement, attendre plusieurs années avant de pouvoir le faire. Et puis, l'arrivée de l'IRM, qui nous permet de percevoir de façon plus fine les changements, a fait que, face à ce même patient, le fait de lui faire une IRM quelques mois plus tard, là c'était un peu plus de 3 mois, et que sur l'IRM, on voyait une nouvelle lésion, nous permettait de dire que c'était le diagnostic de sclérose en plaques. Et je me souviens bien parce que j'ai fait partie des experts qui ont conduit à accélérer comme cela le diagnostic. C'était McDonald, d'ailleurs on parle des critères de McDonald qui nous avait invité à Londres, donc en été de 2011 et en 2001, et c'était un temps de pluie, donc on était obligé de travailler. Il n'y avait rien d'autre à faire que de travailler parce qu'il pleuvait des cordes dehors. Donc on a passé une journée à discuter de quelle manière on pouvait accélérer. Et puis ça a été la décision qu'on a prise. On a dit, voilà, certes il y a cette IRM qui l'évoque, mais on va attendre. Il faut qu'il y ait une deuxième IRM fait 3 mois plus tard. Et s'il y a une nouvelle lésion, on dira que c'est une sclérose en plaques. Et puis, voilà, plus tard, quelques années plus tard, on a revu les diagnostics et on a dit en 2005, eh ben, après tout, si c'est 1 mois après, c'est bon quand même, on le prend. Ça fera un diagnostic de sclérose en plaques qui sera donné encore un peu plus rapidement. Et puis en 2017, on a renversé la table et on a dit on doit être capable de faire le diagnostic dès le premier épisode, et on a accepté le fait que si vous aviez prise de contraste et prise de contraste et pas prise de contraste sur la même IRM, donc
ça permettait d'avoir les critères de dissémination temporelle. Donc on pouvait, dès la première poussée, ainsi porter le diagnostic de sclérose en plaques. Et parmi les éléments récents sur lesquels aujourd'hui les chercheurs travaillent, il y a ce concept je vous l'ai dit tout à l'heure, des lésions qui évoluent très lentement, qui n'ont pas la même temporalité, qui intéressent qu'un pourcentage limité de lésions focales, mais qui, pour les gens qui ont une forme progressive, il est probable que ce type de lésion au niveau de la moelle soit l'explication. Et on a maintenant la possibilité donc de les repérer sur l'IRM. On a la possibilité de voir ces lésions et ils vont prendre une importance considérable, je pense, dans les années à venir, parce que maintenant qu'on a appris à les voir, à les repérer, et là je vais juste vous donner un exemple qui montre que selon que les gens voient ces slowly evolving lesions donc ne pas apparaître, là vous en avez voilà, il y a peu de patients qui ont des slowly evolving lesions et qui ont un tableau stable. Par rapport à ceux qui sont aggravés, on voit que vous avez le pourcentage est passé de 19% à 55%. Donc c'est vraiment un élément qui doit probablement avoir du sens pour expliquer et rendre compte de l'aggravation. Et là, vous avez la même chose sur les lésions corticales qui sont aujourd'hui plus visibles et qui vont faire l'objet probablement dans des recherches thérapeutiques d'une action spécifique. On voit que ceux qui n'ont pas ou peu de lésions corticales, qui ont un déficit cognitif, eh bien, ils ont la distribution des lésions corticales et le pourcentage est beaucoup plus faible, alors que chez les gens qui ont des troubles cognitifs, eh bien, le nombre de lésions corticales est plus important. Donc, on a maintenant, au-delà de voir des lésions et de les compter, on a maintenant des zones qui sont étudiées en IRM, les outils le permettent, et nous permettent de faire des corrélations avec la perte de l'ambulation, c'est les slowly evolving lesions, notamment au niveau médulaire, et les difficultés cognitives avec les lésions corticales que l'on peut voir. Et donc, à partir du moment où on peut les voir, eh bien, on va pouvoir probablement faire des études pour mesurer notre capacité à empêcher leur multiplication. Alors, concernant le mécanisme immunologique, eh bien, voilà un petit peu où nous en sommes. Vous avez des cibles thérapeutiques qui sont multiples dans la sclérose en plaques, mais c'est bien autour de ces deux compères dont vous vous souvenez peut-être le rôle, le lymphocyte B et le lymphocyte T. C'est l'immunologie hautement spécifique. C'est celle où des cellules immunes réagissent contre des cibles très bien définies, on appelle ça un épitope qui est bien défini. C'est vraiment une réaction immunologique très spécialisée. Et c'est ces deux acteurs qui concentrent aujourd'hui notre attention pour définir les traitements qui sont capables de modifier le processus immunologique. Alors, il faut savoir que, vous voyez, jusqu'à un passé, jusqu'en 1995, il n'y avait aucun médicament pour la sclérose en plaques. Il n'y avait aucun médicament qui était approuvé. Il y avait la démarche que je vous ai donnée tout à l'heure où on a pu utiliser des médicaments comme l'Imurel ou l'Endoxan. On le donnait chez des gens qui étaient handicapés. Et je crois que vous avez compris mon message de vous dire que probablement on les donnait à un stade beaucoup trop tardif pour avoir véritablement un bénéfice. Et sont apparus donc les premiers médicaments pour la sclérose en plaques au cours des années, à la fin des années 90, que sont des immunomodulateurs comme la Copaxone et l'interféron, qui sont des médicaments qui s'injectent par voie sous-cutanée, puis des médicaments immunosuppresseurs, et le premier d'entre eux, le premier qui a eu une AMM, c'est la mitoxantrone, et j'ai fait partie donc du groupe de recherche qui a mis au point ce traitement dans la sclérose en plaques. Le fait d'avoir comme ça des médicaments qui sont approuvés fait qu'on a un devoir de pouvoir en mesurer bien l'efficacité et puis la tolérance au long cours et l'impact sur la qualité de vie. C'est là qu'on a commencé à apprendre beaucoup sur l'effet des médicaments. Et puis, à partir de la fin des années 2010, eh bien, les médicaments se sont
multiplié. Il y a des médicaments par voie orale qui sont apparus, comme le fingolimod, qui est le Gilenya, le terrifunomide, qui est l'Aubagio, le diméthylfumarate, qui est le Tecfidera, et puis tout récemment un nouveau qui est Mavenclad, qui est la cladribine, et puis des biothérapies, des médicaments qui vont être ciblés spécifiquement sur les lymphocytes T et sur les lymphocytes B, comme les anti-CD52, c'est l'anletizumab, ou les anti-CD20, c'est le Crevus et la rituximab, et donc je vais vous montrer. On sait que ces médicaments agissent sur différentes cibles, mais ce que vous devez retenir, c'est que ces médicaments agissent essentiellement dans le sang périphérique et empêchent la colonisation du tissu cérébral par de nouvelles cellules immunologiques. Malheureusement, on n'a pas clairement établi que ces médicaments peuvent agir sur les lésions qui sont en cours d'évolution à l'intérieur du tissu cérébral, parce qu'il y a une barrière, la sacrée barrière hémato-encéphalique, qui fait que le tissu, entre guillemets, est protégé, et on a beaucoup plus de difficultés à avoir des traitements qui agissent à l'intérieur du tissu cérébral. Ce n'est pas uniquement vrai pour la sclérose en plaques, c'est vrai aussi pour les tumeurs cérébrales, pour la cancérologie cérébrale. On a beaucoup de mal à avoir des médicaments qui peuvent traverser la barrière, alors que dans d'autres maladies inflammatoires, on a des médicaments qui peuvent agir à l'intérieur des tissus qui font l'objet d'une inflammation. On a un peu envie de dire que le cerveau, c'est un peu un endroit extrêmement noble, extrêmement complexe, extrêmement puissant. Le système immunitaire, c'est également un système extrêmement puissant. Ils ont choisi tous les deux de s'ignorer et donc de mettre une barrière pour ne pas avoir à se parler. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ils se parlent un peu, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe pour les autres tissus à l'intérieur de l'organisme. Alors, les traitements. Les traitements, vous voyez, j'ai mis en titre sclérose en plaques rémitante. On a aujourd'hui réellement des traitements que pour la forme à pousser, que pour la première partie de l'évolution de la maladie. Et parmi les nouveautés, les médicaments qui ont le vent en poupe, puis il y en a un qui sont des médicaments qui agissent sur le lymphocyte B. Ce n'est pas compliqué. Avec un anti-CD20, il n'y a plus de lymphocyte B qui circulent. On les a... Il n'y a plus de lymphocyte B. Et ce sont des médicaments... Voici les études qui ont montré l'efficacité. Je vous le montre parce que ça vous permet de voir ce que ça mobilise. Une étude... ce sont des études qui intéressent des centaines de patients. Je ne sais pas si j'ai mis le chiffre ici, mais tout à l'heure, vous verrez le nombre de patients. Ce sont des études, aujourd'hui en tout cas, qui sont des études non pas contre placebo. On ne fait pratiquement plus d'études contre placebo, en tout cas dans les formes à pousser. On prend le médicament de référence, qui est ici l'interféron, et on donne le nouveau médicament sur lequel on veut tester son bénéfice, et il faut bien sûr qu'il soit supérieur au médicament de référence pour pouvoir être enregistré. Et à condition, évidemment, qu'il n'ait pas trop d'effets secondaires. Donc, ça fait partie des règles qui ont été acceptées par les... Moi, je pense qu'ils ont été acceptés par les patients grâce à l'histoire de ce qui s'est passé pour le sida. Je pense que la rapidité avec laquelle on a fini par trouver des traitements pour le sida, sur la base de ces études randomisées chez les adultes jeunes, ont probablement contribué à ce que, non pas les malades, parce que les malades n'étaient pas opposés à des études randomisées. C'était plus les neurologues, c'est plus les professionnels qui pensaient que ce n'était pas éthique de faire des études dans lesquelles il y a un bras où on donne un traitement, puis un bras on donne... Là, au début, pour la sclérose en plaques, on ne donnait pas de traitement, c'était un placebo. Et il a fallu qu'on accepte cette idée. On a dit oui, mais si on fait ça, les gens sont des cobayes, etc. C'est pas éthique. Et puis, on s'est rendu compte que de toute façon, si on ne faisait pas ça, on ne saurait rien. Parce qu'il y a une telle diversité dans l'évolution de la maladie que si on n'est pas rigoureux dans notre méthodologie, eh bien, on tournera en rond et on n'arrivera pas à savoir si les gens sont restés dans l'étude parce qu'ils étaient contents et ceux qui ne sont pas restés, c'est parce qu'en fait, ils n'allaient pas bien. Mais comme on n'a pas de nouvelles, donc on ne prend pas leurs données, en fait, on n'arrivait à rien du tout. Et là, la surprise a été, pour toutes les études qui ont été menées pour la sclérose en plaques, ce qui est incroyable. En général, dans les méthodologistes, on dit qu'il y a à peu près 20 ou 30% de pertes ou de gens qui quittent, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Et bien pour la sclérose en plaques, c'est 5%. Donc ce qui montre bien
qu'il y a une forte adhésion, il y a eu une énorme adhésion de la part des patients à participer à des études. Alors, ces études sont extrêmement encadrées. Je vous assure qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est des études qui reposent d'abord sur des argumentaires scientifiques de très haut niveau. Ensuite, le protocole doit être très rigoureux et il est examiné par un comité de protection des personnes qui est complètement indépendant et qui vérifie que tout se tient et qu'on n'expose pas le patient à un risque inutile, qu'il y a une vraie justification. Et ce n'est qu'après avoir toutes les autorisations que les études se font. Mais compte tenu que la sclérose en plaques est une maladie extrêmement variable, extrêmement diverse, eh bien, il faut beaucoup de patients pour pouvoir couvrir au fond le champ de la diversité des patients dans les deux bras qui vont être comparés. Et donc, c'est tiré au sort, le patient ne choisit pas. En général, le médecin, évidemment, ne choisit pas. Il y a souvent deux neurologues qui examinent les patients. Il y a un neurologue qui s'occupe de la santé de son patient. Et puis, il y a un neurologue qui fait des mesures, de façon à ce qu'il ne soit pas influencé par ce que dit le patient. Donc, il y en a un qui est très gentil, qui lui parle, et l'autre qui ne lui parle pas, qui fait que des mesures pour ne pas savoir si jamais il peut avoir ou pas avoir le traitement. Bien sûr, il faut que vous sachiez que les gens ne sont pas mariés. Ce n'est pas un contrat de mariage. Et qu'à tout moment, on signe un papier par lequel à tout moment un patient peut quitter l'étude, sans explication. Il n'y a pas besoin de se justifier. S'il a vu un marabout au marché des listes à Rennes qui lui a dit qu'il savait traiter la sclérose en plaques et qu'il a décidé de se faire traiter par le marabout, il dit bah ouais, moi j'étais dans un essai, mais je trouve que le marabout il est plus convaincant que le professeur aidant, donc moi je vais voir le marabout et il n'y a rien à dire. Hein. On ne va pas le rappeler, on ne va pas appeler la police pour qu'il revienne en disant vous avez fait un essai. Bon. On essaye quand même de tester des personnes qui sont motivées, qui comprennent bien, qui adhèrent, qui comprennent que ça peut aider et qui eux-mêmes espèrent en avoir un bénéfice. L'avantage qu'en ont les patients, c'est que même s'ils ne sont pas tirés dans le bras traitement, ils sont, et que les résultats sont positifs, bien sûr, parce que c'est les résultats, sont négatifs, voire c'est arrivé de temps en temps, rarement, mais c'est arrivé, au contraire, il y a eu un effet délétère et donc on a arrêté plus vite encore l'étude, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, des médicaments qui marchent dans la polyarthrite rhumatoïde aggravent la sclérose en plaques. Donc évidemment, dès qu'on a eu une alarme, on a arrêté l'étude, on a dit on ne va pas donner d'anti-TNF à des gens qui ont une sclérose en plaques, c'est une vraie catastrophe. Bon, bref, si menant l'étude, la première analyse qui est faite dit qu'effectivement l'Ocrevus est mieux que l'interféron, à ce moment-là, avant même qu'il soit sur le marché, donc les patients qui ont participé à l'étude, on appelle ça une étude d'extension, donc sont tirés dans l'étude, enfin reçoivent le produit, ils ont le droit de changer, ils reçoivent le produit et ils vont en bénéficier avant qu'il soit mis sur le marché. Ça met un certain nombre d'années avant qu'un traitement qui est en cours d'étude soit mis sur le marché. Alors, voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on démontre. Donc il faut en général, les autorités demandent qu'il y ait 2 études indépendantes qui donnent le même signal. Et donc, il y a un critère principal. Alors, le critère principal, on le décide avant, mais évidemment, on ne le décide pas après. Alors, on doit non seulement le décider avant, mais on doit même publier que ça sera celui-là qu'on prendra comme critère principal. Ici, le critère, c'était la réduction de la fréquence des poussées. Et vous voyez que les gens qui étaient sous interféron font plus de poussées que les gens qui étaient sous Ocrevus. Il y a une réduction de 46%. Là, vous avez le nombre de patients qui ont été recrutés. Il y avait 411 patients sous interféron, vous voyez, 410. Donc, vous voyez, c'est des cohortes de l'ordre de 1000 patients. 1000 patients pour des études qui durent 2 ans, qui doivent recruter assez vite, ça ne peut pas se faire à l'échelon d'un pays. Ça ne peut pas se faire à l'échelon d'un pays. C'est souvent 10, 15 pays qui participent à l'étude, souvent de plusieurs continents. Donc, c'est vraiment tout à fait impressionnant, la mobilisation, je dirais presque planétaire, dans les essais thérapeutiques pour la sclérose en plaques. C'est pas à hauteur, sauf des cas particuliers comme on a eu pour la mitoxantrone, mais aujourd'hui, compte tenu de toutes les exigences que l'on a, et plus il y a de produits, plus on est exigeant, parce qu'on ne veut accepter un nouveau produit que si on en connaît énormément sur ce produit, donc on demande beaucoup plus de patients qui ont été observés dans les études avant de prendre une décision. Donc le critère, c'est de pousser, donc l'anti-CD20 fait mieux qu'interféron. Et en termes de progression de l'EDSS, du handicap, on voit bien que le pourcentage de gens sous Ocrevus qui vont progresser au cours des 2 ans de l'étude, c'est
un peu moins de 10%, et c'est 15% chez les gens sous interféron. Donc on gagne presque 50% de bénéfices en termes de progression du handicap. Et donc ça démontre l'efficacité des anti-CD20 qui sont maintenant aujourd'hui largement prescrits. Et on a la confirmation du bénéfice quand on regarde les données IRM, où on voit qu'il y a beaucoup moins d'activité inflammatoire sur l'IRM avec ce type de médicaments. Voilà, ça c'est également sur l'IRM en termes de, vous voyez, 80-90% de réduction des prises de contraste, avec un effet aussi sur les mesures de volume cérébral. Il y a moins d'atrophie qui se développe avec ce médicament par rapport à ceux qui ont reçu de l'interféron. Et puis, donc, je vous ai montré celui qui fait partie des médicaments relativement récents et qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui. Et puis, là, je vous présente un médicament qui est très original, qui est l'espoir, qui est notre espoir. C'est un nouveau joueur, c'est un Bruton tyrosinase kinase inhibiteur. C'est un médicament qui agit sur une enzyme qui est importante pour deux types de réactions immunologiques. D'une part, sur l'immunologie spécifique, celle que je vous ai montrée, lymphocyte T, lymphocyte B, mais aussi sur l'autre immunologie qu'on appelle l'immunologie innée, l'immunité innée, qui est celle qui est portée par les macrophages, par les monocytes, par la microglie, qui se trouve à l'intérieur du tissu cérébral, qui est la cellule inflammatoire qui prédomine dans le tissu cérébral et sur lequel on n'a pas d'impact. Il se trouve que cette nouvelle classe thérapeutique, les BTK inhibiteurs, agissent et pénètrent dans le cerveau et donc vont pouvoir agir également sur les cellules inflammatoires qui sont à l'intérieur du tissu cérébral. Alors les premières études, ça c'est une étude de phase 2 telle qu'on l'a réalisée, qui a montré que sur l'imagerie cérébrale, on avait un effet bénéfique. Je vais aller assez vite pour que vous voyez un petit peu toutes les différentes, comment avec un produit de ce type, on va multiplier peut-être les situations de posologie, de façon à trouver la dose qui convient. Là, vous avez le résultat où vous voyez bien que entre le placebo et puis ce médicament, chez ces petits nombres de patients, vous n'avez pas de différence à cette dose-là. Et quand vous multipliez par 3 la dose, vous voyez que vous avez, là c'est une fois par jour, et là c'est la forte dose 2 fois par jour, vous avez un signal fort sur l'IRM qui est en faveur du produit, et donc qui montre que ce produit a un effet sur le processus inflammatoire visible dans la sclérose en plaques. Là, c'est essentiellement les prises de gadolinium, mais c'est déjà un premier pas qui nous a fait envisager de l'étudier au-delà de phase 2, dans des phases 3 que je vais vous montrer tout de suite. Là, c'est un autre inhibiteur. Il y a plusieurs inhibiteurs. Les laboratoires sont en train de se battre entre eux pour savoir qui aura le premier, donc cet inhibiteur qui sera disponible pour les patients. Et là, la bonne nouvelle, et ça je suis très heureux de cela parce que c'est vraiment le parent pauvre dans la sclérose en plaques, ce sont des études qui vont être faites dans des formes progressives de sclérose en plaques. Là, vous avez plusieurs études qui vont être faites avec cet inhibiteur de la Bruton tyrosine kinase inhibiteur, qui vont être faites dans des formes progressives secondaires ou primaires, et pour lesquelles, bien sûr, il y a beaucoup d'attentes. Et la bonne nouvelle, c'est une étude qui a été présentée l'année dernière au Congrès mondial, c'est que l'un de ces médicaments agit sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, les slowly evolving lesions. On a une diminution confirmée du volume de ces slowly evolving lesions avec ce médicament. Et donc, c'est pour nous un signal fort qu'on a là peut-être une nouvelle classe thérapeutique qui agit sur ces lésions dont je vous ai donné l'importance dans les formes progressives de sclérose en plaques. Voilà. Et là, je vais vous montrer une analyse qui, moi, m'a frappé beaucoup. C'est une analyse qui a été faite par une équipe allemande qui a eu à sa disposition tous les médicaments, tous les essais thérapeutiques qui ont été donnés dans les formes rémittantes de sclérose en plaques. Vous voyez, c'est une analyse qui a été faite sur 38 essais cliniques qui implique 28 000 patients qui ont une sclérose en plaques, toutes les catégories de médicaments de la sclérose en plaques. Et elle a mesuré l'importance entre le placebo et les gens qui avaient ce médicament. Elle a mesuré le bénéfice, l'inhibition de la progression du handicap.
Et le message que je voudrais vous montrer, qui est très important, c'est que la grandeur du bénéfice, 20% de mieux, 40%, 60%, en réalité, là vous avez pour l'interféron, on le voit très nettement chez les sujets qui ont l'âge de 35 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et au fur et à mesure que l'âge progresse, on voit que le bénéfice par rapport au placebo diminue sur cette action de la progression du handicap. Ça vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la phase 1 et la phase 2 de la maladie. Et là, c'est pour tous les médicaments. Là, vous avez tous les médicaments et on voit que ce mouvement de décroissance du bénéfice des traitements en fur et à mesure de l'âge est un élément extrêmement important. Et on considère qu'en gros, qu'après 53 ans, on n'est plus certain du tout, on n'a plus de preuves bien établies que les médicaments qu'on donne aujourd'hui par la sclérose en plaques ont la moindre efficacité. Et quand on compare les médicaments qui sont puissants par rapport aux médicaments qui sont moins puissants, on a le même signal et on ne trouve plus de différence entre les médicaments plus puissants et ceux qui ont une efficacité modérée après l'âge de 40 ans. Cela pour vous dire combien, dans notre esprit, c'est devenu une priorité de pouvoir traiter les gens qui ont une sclérose en plaques très tôt, dès que le diagnostic est porté, car c'est la période pour laquelle les médicaments, vous venez de le voir, sont les plus efficaces. Alors là, je voudrais juste vous dire que nous sommes chanceux pour la sclérose en plaques parce qu'on a beaucoup de médicaments qui ont été mis au point. Vous les avez ici figurés sur la diapositive. Et ce qu'il faut entendre, c'est que dans la mesure où ces médicaments vont être donnés pendant des années, voire pendant quelques décennies, il est très important d'avoir en tête le rapport entre l'efficacité et la tolérance. On peut avoir un bénéfice qui est évident pendant 1 ou 2 ans, mais si 10 ans, 15 ans plus tard, on voit des effets secondaires qui sont redoutables, on n'est pas sûr qu'on aura vraiment rendu un grand service. Ce qui fait qu'on discute de différentes stratégies thérapeutiques. Celle qui a le plus cours jusqu'à présent, c'est de commencer par des médicaments qui ont un impact, qui ont une efficacité, je dirais, modérée sur l'inflammation, mais qui ont un niveau de tolérance qui est très élevé. Et il y a aussi en discussion l'idée de commencer par des traitements intensifs plus précoces de façon à pouvoir contrôler plus vite la maladie et de réduire le risque de voir un handicap. Mais on accepte dans ce cas-là de prendre un risque avec des traitements qui sont des traitements immunosuppresseurs puissants, d'avoir au fil des décennies des complications, des effets secondaires qui sont plus redoutables. Donc c'est tout un dilemme. Quelle stratégie ? Vous voyez que quand on utilise un traitement intensif précoce, eh bien, on va avoir l'avantage de contrôler pratiquement, on est presque sûr d'empêcher qu'il y ait une nouvelle colonisation du tissu cérébral pour pratiquement tous les patients. Mais, je vous le dis, si on commence à 20 ans à donner un immunosuppresseur, qu'est-ce que seront les conséquences de 20 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans de traitement de ces immunosuppresseurs? Voilà, ça pose question, d'autant qu'on n'a pas toujours le recul encore aujourd'hui pour certains de ces médicaments sur des périodes aussi longues. Au fond, on est en train de revoir actuellement la stratégie thérapeutique en réfléchissant de la façon suivante. Dans des formes pour lesquelles on envisage un traitement intensif précoce, on a aujourd'hui à notre disposition 2 stratégies. Celle qui est la plus communément utilisée, c'est des traitements où on va donner un traitement intensif pour des durées très prolongées. C'est le Tysabri, c'est le Gilenya ou le Fingolimod, c'est les anti-CD20 qui vont être donnés comme ça pendant des années et des années. Et puis il y a la discussion, et ça c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup investi, qui est le donner des traitements inducteurs. Alors le premier, ça a été la mitoxantrone, qui est un traitement que l'on donne pendant quelques mois, et ensuite on donne un traitement immunomodulateur qui n'est pas du tout immunosuppresseur, dans l'idée de ne pas soumettre un traitement immunosuppresseur trop rapide, mais d'avoir le bénéfice d'un traitement immédiat. Mais c'est un traitement qui a des limitations en termes de quantité de médicaments et puis des effets secondaires. Ça a été la même chose avec l'alantizumab, qui est un médicament qui est puissant, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis il y en a un autre qui vient d'apparaître, qui est la cladribine, le MA24, qui lui donne l'espoir peut-être, et on vient juste d'avoir l'autorisation en France de l'utiliser, de pouvoir utiliser cette stratégie de façon prochaine. Donc, pour résumer, un traitement intensif continu, c'est une durée indéterminée, pendant des périodes très prolongées. Lorsqu'on arrête immédiatement, on perd le bénéfice du traitement et pour certains d'entre eux, il y a un risque de rebond, c'est-à-dire d'avoir une reprise de la maladie inflammatoire, quelquefois encore plus sévère qu'elle l'était auparavant.
Et voilà, mais c'est vrai que lorsque le malade est sous ce traitement, on pourra dire que c'est un contrôle sécurisé parce que quand il y répond, il va y répondre pendant des durées qui sont indéterminées. À l'inverse, le traitement inducteur est un traitement qu'on va donner que pendant quelques mois, qui est de durée donc limitée. On n'est pas obligé de donner une immunosuppression. C'est donc une immunosuppression courte, car il est suivi soit de donner un immunomodulateur, soit de ne pas donner de traitement. C'est un médicament qui est intéressant pour les femmes qui décident d'avoir une grossesse, car on peut envisager de les traiter pendant quelques mois et d'envisager la grossesse 6 mois plus tard. Ils bénéficient de l'effet rémanent du produit. Et puis, il faut pour ça, par contre, avoir une surveillance qui est particulière. Il faut qu'il y ait une surveillance IRM qui soit très rigoureuse. On fait des IRM tous les ans. Et il faut qu'il n'y ait pas de reprise sur l'IRM du processus inflammatoire pendant la période où le traitement sera interrompu. C'est donc une médecine qui est plus personnalisée. Vous en avez ici figuré donc les deux concepts. Le traitement intensif où on continue de façon prolongée, avec un bénéfice, avec un contrôle, avec des effets secondaires qui sont toujours les mêmes. Et vous avez le traitement inducteur où on en donne beaucoup moins. Donc on est exposé pendant des périodes plus courtes à un traitement immunosuppresseur. On a un bénéfice qui se prolonge. Voilà. La difficulté avec cette stratégie, c'est qu'il faut que le patient soit très rigoureux et accepte de faire des IRM régulières, de façon à ce que si jamais la maladie repart, on sera amené donc à devoir reprendre le traitement. Donc aujourd'hui, ce traitement intensif précoce, il n'est autorisé que pour des gens qui ont une forme très active de sclérose en plaques, donc souvent des sujets jeunes qui ont eu 2 poussées dans l'année qui précède ou qui, sous traitement, continuent à faire des poussées qui nous inquiètent avec une IRM qui montre qu'ils ont une maladie qui est plus sévère. On utilise le plus souvent donc, ces traitements intensifs continus, mais on est en train de réfléchir à des traitements inducteurs. On le fait sur la base donc, d'une expérience que nous avons portée. Et là, vous avez toutes les publications, beaucoup des publications qu'on avait fait avec la mitoxantrone, qui est le modèle d'un traitement inducteur. Voici un petit peu une étude qu'on a publiée il y a quelques années où on a préparé le malade par 3 cures de mitoxantrone suivies par un interféron versus de donner de l'interféron. Et ce qu'on a observé, c'est que, bien sûr, on avait pris des gens qui avaient une maladie particulièrement menaçante. C'est des gens qui étaient jeunes, qui avaient, 8 nouvelles lésions sur les IRM au moment où, qui faisaient qui étaient déjà handicapés, qui, pour la plupart, ils n'avaient pas encore eu de traitement. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au bout de 3 ans, on a réduit le risque d'avoir une progression du handicap de 65%, et plus particulièrement chez eux qui n'étaient pas handicapés au moment du traitement et qui avaient échoué à un traitement immunomodulateur préalablement. Et on a aujourd'hui, on a publié là, il y a quelques jours, il y a 15 jours, notre expérience de patients qui ont été traités par mitoxantrone, puis ensuite qui ont eu un immunomodulateur. On voit qu'on a contrôlé la maladie. Chez la plupart de ces patients qui sont restés avec un traitement immunomodulateur et qui n'ont pas eu besoin de reprendre un traitement immunosuppresseur. Il y a juste une petite pourcentage d'entre eux qui a eu besoin de recourir à un traitement immunosuppresseur. Voilà. Un autre traitement qui est inducteur, c'est l'alentuzumab, qui est un traitement où vous étiez traité pendant 5 jours, puis ensuite plus rien du tout. Et on voit qu'avec ce traitement-là, au bout de 7 ans, il n'y a eu que la moitié des patients qui ont eu besoin d'avoir à nouveau un traitement. Et celui qui est à notre disposition depuis cette année, donc qui va être discuté maintenant avec les patients, donc dans ses formes très actives, c'est la cladribine, qui est très facile. C'est juste quelques comprimés, 5 jours de comprimés à 1 mois d'intervalle. On le répète 1 année plus tard. Et ensuite, pendant 2 ans, on ne fait pas de traitement. Voilà. Et donc, le malade est suivi avec des IRM annuels. Ça entraîne une baisse des lymphocytes. Et c'est à cette période-là qu'il y a un risque d'avoir des infections. Mais qui n'ont pas eu de caractère sérieux au cours des études qui ont été menées. Et ensuite, au cours des années où n'ont plus de traitement, la lymphopénie est corrigée et le risque de complications infectieuses est tout à fait acceptable. Le bénéfice, c'est qu'on a un bénéfice, bien sûr, au cours des 2 premières années, mais on s'aperçoit que le bénéfice est toujours là au bout de 4 ans. En termes il y a 80% des gens qui ne font pas de poussée alors qu'ils n'ont plus de traitement pendant les 2 années, comme le même que ceux qui étaient traités au cours des 2 premières années. Donc cet effet rémanent qui s'est prolongé. On le voit aussi en termes de handicap. Ici, le pourcentage de gens qui ne sont pas handicapés est le même pratiquement qu'au bout de 2 ans.
On a un effet, il n'y a pas eu d'augmentation de risque de cancer, y compris quand on compare les premières années aux années ultérieures, il n'y a pas de signal qui nous fait penser qu'il y a un risque de cancer avec une utilisation de ce type de médicaments, de cette nouvelle stratégie qui va être offerte à partir de cette année aux patients qui ont une sclérose en plaques, ce qui fait qu'on pourra imaginer que dans l'avenir, il y aura un certain nombre de patients qui auront été traités pendant quelques jours simplement, à 1 an d'intervalle, et qui pourront avoir quelques années ensuite complètement tranquilles sans avoir besoin d'aucun traitement et une maladie qui est contrôlée. Et voilà, et je vais terminer par ce que je vous ai annoncé, qui est donc ce travail, donc ce programme qui vient d'être... qui a été accepté par le Premier ministre, voilà, qui est un travail donc collaboratif qui met ensemble énormément d'acteurs qui sont du domaine universitaire, du domaine de la recherche, du domaine industriel. Ce sont des projets qui sont... c'est une nouvelle formule de projets de recherche qui doivent associer pour être déposés donc un programme qui associe des organismes de recherche, l'INSERM, le CNRS, l'INRIA, les centres hospitaliers universitaires, et puis les entreprises industrielles et start-up. Et il faut que, en gros, chacun apporte un tiers des moyens nécessaires pour la recherche. Ce sont des projets qui sont financés pour une durée de 5 ans. Ce sont des projets où l'État donne entre 4 et 10 millions d'euros. Et pour le projet que je vais vous présenter, c'est 9 millions d'euros que nous avons obtenus pour ce financement. Et j'ai reçu, donc, je vous ai dit, c'était le 20 décembre, cette lettre signée par le Premier ministre, ou pour lui, qui annonçait donc que le CHU de Rennes avait obtenu, donc, avait été sélectionné pour ce programme de recherche. Ce que je voudrais vous dire, c'est que qu'est-ce qui a changé? Pourquoi un programme comme ça est aujourd'hui possible? Il faut que vous sachiez que la révolution... Alors, d'une part, on a accumulé, je crois que je vous l'ai montré, on a accumulé énormément de données, des données cliniques sur l'histoire de la maladie, des données d'imagerie avec l'IRM, des données sur des prises médicamenteuses. Ça fait énormément de données. Ce qui est la révolution de ces 10 dernières années, c'est la puissance de calcul, c'est les ordinateurs. Les ordinateurs ont atteint un tel niveau de puissance qu'il est possible aujourd'hui d'utiliser toutes les données qui sont à notre disposition pour envisager de donner le bon traitement à la bonne personne au bon moment pour prévenir le handicap. Et c'est ça le projet. Je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Là, vous avez une patiente qui a 38 ans, qui a une maladie qui a commencé à l'âge de 30 ans, qui a présenté il y a quelques mois une poussée. Elle a sur son IRM sur son IRM donc des hypersignaux. Elle a un handicap qui est modéré. Eh bien, ce que l'outil que l'on va fabriquer nous permet de faire, c'est que l'on va aller rechercher dans des banques de données les patients qui ont les mêmes caractéristiques par rapport à l'âge, par rapport à la durée de la maladie, par rapport au niveau du handicap, par rapport à la survenue de poussée, par rapport aux données d'imagerie. Et on va regarder ce que sont devenus ces patients sous différents traitements. Ici, vous avez l'exemple d'un patient qui est traité par interféron. Et vous pouvez voir que dans cette étude, c'est un prototype que nous avions pour faire une démonstration, eh bien, vous aviez 71% des patients qui avaient été traités par ce médicament qui n'ont pas fait de poussée. Vous en aviez à peu près le même pourcentage qui n'ont pas eu d'accumulation de nouvelles lésions. Et la plupart n'ont pas eu de progression du handicap, ce qui fait que quand vous voyez ces éléments-là, donc dans cette population de référence, que vous voyez, vous pouvez dire, il y a beaucoup de verts, donc ça vaut la peine de tenter un tel traitement. La probabilité d'avoir une maladie contrôlée avec un médicament comme l'interféron, qui est un immunomodulateur, qui n'est pas un immunosuppresseur, vaut la peine d'être tenté. Par contre, si vous prenez un patient qui a une forme, qui a davantage de lésions sur l'IRM, qui a pourtant les mêmes caractéristiques cliniques, on s'aperçoit que en termes de risque d'accumulation de nouvelles lésions, en fait, il n'y en a que 20% qui vont se retrouver sous interféron, ne pas avoir accumulation de nouvelles lésions, voire même certains qui ont plus de 3 nouvelles lésions au cours des 2 années de l'étude. Et donc, très clairement, quand le neurologue voit ça, quand le patient voit ça,
il n'est pas enthousiaste à dire qu'il faut l'envisager un traitement par interféreux. Et donc, on va lui montrer ce que sont devenus ce type de malades avec d'autres médicaments qui ont été donnés. Et donc, c'est donc un outil qu'on appelle le CDSS, comme Clinical Decision System Support, qui est un système d'aide à la décision pour le neurologue, auquel s'ajoute un lecteur pour interpréter les IRM, pour les comparer et de faire apparaître de façon simple auprès du neurologue, et on peut montrer ça aux patients. Donc l'apparition ou non de nouvelles lésions. S'il y a de nouvelles lésions, vous avez compris que ça veut dire que le traitement ne marche pas. Et donc de sécuriser comme ça la qualité de l'interprétation de l'IRM. Et puis dans ce programme, eh bien, on va s'intéresser à repérer d'autres marqueurs du risque évolutif au niveau de la moelle, au niveau du cortex, au niveau de la qualité des lésions. Et donc, c'est tout un programme d'imagerie qui est associé à ce programme. Et voilà, au fond, ce sont des outils qui pourraient révolutionner demain la prise en charge du patient qui a une sclérose en plaques lorsqu'on discute le traitement. Vous avez donc le patient qui est en face du neurologue, on regarde ses IRM, et donc on va aller chercher dans des bases de données, et les bases de données à notre disposition, elles viennent d'une part des essais thérapeutiques. On va donc montrer à partir des essais thérapeutiques, comme je vous l'ai montré, donc ce que sont devenus ces patients sous ces traitements, et puis une banque de données qui vient de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, qui réunit plus de 3000 patients qui sont suivis pour des durées qui seront entre 7 et 15 ans de suivi, et pour lesquels on pourra montrer ainsi aux patients qui ont les mêmes caractéristiques ce qu'ils sont devenus. Je ne rentre pas trop dans les détails. Pour vous dire les efforts qui sont faits de par le monde pour essayer de mieux connaître cette maladie, il y a des cohortes qui sont réunies un petit peu dans différents pays. La France est la cohorte, vous voyez, on a une cohorte de l'Observatoire français de la sclérose en plaques qui est près de 80 000 patients. Donc, quand je vous ai dit qu'il y avait 112 000 patients en France, vous voyez que les 2/3 des patients sont suivis par l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Mais dans le cas présent, dans l'étude, dans le programme Primus que l'on va développer, on va prendre des patients, une cohorte parfaitement bien suivie, et pour lequel il y a des données d'IRM de très haute qualité qui seront toutes réinterprétées pour qu'on puisse en tirer des données extrêmement fiables. Donc tout ça pour vous dire que ce projet que l'on va porter pendant ces 5 années va changer les conditions de soins, puisqu'on pourra montrer aux patients un petit peu quel est son futur probable avec les différents médicaments qu'on lui propose. Ça a bien sûr des impacts économiques parce que ça permet de mieux rationaliser la prescription des médicaments. Il y a toute une partie de recherche pour essayer d'avoir de nouveaux indicateurs, de prendre en compte des indicateurs qui exposent au risque d'avoir une maladie plus sévère pour savoir si on doit proposer des traitements qui sont plus agressifs. Donc tout ça pour le patient, qui est le résultat au fond d'une collaboration. Alors c'est le CHU de Rennes qui le porte et qui travaille beaucoup avec le CHU de Nantes, mais vous avez aussi donc FCRIN qui est le réseau qui réunit tous les centres de recherche français qui apportent leurs données pour que l'on puisse les utiliser. Vous avez 2 industriels qui contribuent à donner leurs données, que sont Biogen et Merck, et puis il y a une start-up de Grenoble qui va porter ces outils d'intelligence artificielle pour les donner pour les mettre à la disposition des neurologues, qui sera votre neurologue dans quelques années, aura à sa disposition. Donc ces outils d'intelligence artificielle qui pourront vous les montrer de façon à ce que vous puissiez discuter avec lui des choix thérapeutiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est l'équipe qui a porté dans lequel vous avez le directeur de la start-up. Vous avez Sandra Vukusic, qui est celle qui est la personne responsable de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Vous avez Pierre-Antoine Gouraud, qui est un mathématicien qui joue avec les algorithmes et qui a avoir cette capacité à nous aider à sélectionner de façon multidimensionnelle les populations de référence par rapport au patient qui est en face de nous. Monsieur Mével, qui est le directeur de la recherche à Rennes et qui, pour tous les aspects administratifs, était présent. Et puis Charlotte Drouard, qui est une juriste pour la propriété intellectuelle de ces nouvel outil, pour savoir comment on va distribuer. Parce qu'au bout de 5 ans, ces outils que nous allons développer sont des outils qui seront mis dans le commerce et qui seront à la disposition des professionnels de santé pour améliorer le choix thérapeutique des patients qui ont une sclérose en plaques. Voilà, j'ai été un peu long. Merci pour votre attention.